Il t'est arrivé de sentir que tu as trop donné, que tu es resté en attente d'une réciprocité qui ne vient jamais. Peut-être t'es-tu retrouvé à supplier, même lorsque tu savais que tu méritais mieux. Combien de fois as-tu pardonné et avancé, espérant que cette fois-ci serait différente? Il est probable que tu aies mis tes désirs et tes sentiments de côté juste pour essayer de garder quelqu'un dans ta vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de lâcher prise? Pourquoi est-il si difficile d'établir ces limites que tu sais nécessaires? Si tu es ici, c'est parce que quelque chose en toi te dit que tu as besoin d'un changement, que tu as beaucoup donné sans obtenir le respect que tu mérites. Cette vidéo est une invitation à reconstruire cette image de force et de dignité et à comprendre pourquoi cela nous arrive et comment donner un coup de pouce. Peu importe combien de fois tu as supplié ou combien de fois tu as permis, je veux que tu saches qu'il existe un chemin pour récupérer le respect, en commençant par toi-même. Et fais attention, car ce que je vais te révéler dans cette première partie pourrait bouleverser ta vie. Il s'agit de quelque chose de fondamental que tu ne fais pas, quelque chose qui, une fois compris, t'aidera à établir des limites solides que les autres respecteront. Au cours de cette vidéo, nous allons plonger dans des concepts clés basés sur des principes de psychologie et les mots d'experts qui révéleront non seulement comment tu es arrivé dans cette situation, mais aussi les étapes concrètes que tu peux suivre pour cesser de vivre en fonction des autres. Car s'il est une chose qui est claire, c'est que tu as besoin d'une réorganisation dans ta vie qui te rende moins vulnérable à la manipulation ou à l'abus. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. La dépendance émotionnelle est un schéma très courant, mais nous allons découvrir comment cela se développe et, surtout, comment y mettre fin une bonne fois pour toutes. Alors, reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu découvriras comment obtenir le respect sans supplier ni mendier de l'affection. Je te promets que tu apprendras à établir des limites claires, à faire des pas fermes vers une estime de soi solide et à éviter que d'autres ne profitent de toi. Ce que nous allons voir peut transformer ta vie et t'aider à récupérer cette force intérieure que tu mérites. Commençons ensemble ce chemin vers le respect de soi et les relations qui te valorisent vraiment. Pourquoi es-tu arrivé à supplier autant, au point de t'humilier? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta dignité? Et surtout, pourquoi cela t'arrive-t-il tant avec tes partenaires qu'avec d'autres personnes? Ces questions peuvent sembler difficiles, mais elles te mèneront à une clarté qui peut être transformative. La réponse que nous allons trouver dans cette vidéo est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer l'estime de soi ou de dire que tu dois te valoriser davantage. C'est une question de la manière dont nous structurons notre vie et, dans de nombreux cas, de combien elle peut être vide ou désorganisée en ce qui concerne les valeurs et les priorités. Rolando Goicoechea, l'un des psychologues qui apporte une approche fondamentale sur ce sujet, dit que souvent, nous cherchons la validation auprès des mauvaises personnes parce que notre vie manque de quelque chose d'essentiel. Ce manque d'essence nous rend vulnérables à donner plus de nous-mêmes, parfois bien plus que nous ne devrions. Il ne s'agit pas de la faiblesse de ta personnalité ou du fait que tu ne sais pas poser des limites, mais de ce que tu dois définir ce qui a vraiment du sens dans ta vie. La clé est de restructurer le sens de l'essentiel, quelque chose que tu apprendras ici et maintenant. Tu pourrais penser que ceux qui t'entourent te valoriseront si tu fais tout pour eux, et c'est probablement une croyance que tu as eue pendant des années. Mais la réalité est que le manque d'organisation dans ta vie et le manque de clarté dans tes objectifs te rendent dépendant de la validation des autres. Sigmund Freud l'a clairement expliqué en disant que l'être humain a tendance à répéter des schémas familiaux, et si tu as grandi dans un environnement où la valeur se basait sur ce que tu faisais pour les autres, il est probable que tu aies appris à supplier pour obtenir de l'approbation au lieu de construire un sens de la valeur personnelle. Lorsque tu n'as pas clairement défini ce qui est essentiel dans ta vie, il est facile de laisser les émotions des autres dicter tes actions. Ta vie finit par tourner autour de ce que les autres veulent et ont besoin, laissant tes propres désirs et priorités dans l'oubli. Carl Rogers, le pionnier de l'approche centrée sur la personne,
a observé que les personnes qui ne savent pas distinguer ce qu'elles veulent sont plus enclines à plaire aux autres. Si cela résonne en toi, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes, par désir de plaire, s'écartent de leur propre essence et se perdent dans le désir de recevoir une approbation extérieure. Mais cela a des conséquences plus profondes. Si tu as ouvert cette vidéo et que tu t'identifies au sujet, si quelque chose dans ces mots t'a causé de l'inquiétude, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un ne t'a pas valorisé. Quelqu'un a profité de ta générosité, de ta gentillesse et de ta disposition à aider. Peut-être que ce n'était même pas qu'une seule personne. Beaucoup de personnes autour de toi, ton patron, tes enfants, tes amis ou même des membres de ton église, ont vu en toi quelqu'un qui est toujours disponible pour les autres. Cela devient un cycle interminable de dévalorisation qui imprègne chaque aspect de ta vie. Ce cycle devient endémique lorsqu'il n'existe pas dans ta vie un sens de l'essentiel. Il explique que l'essentiel est ce qui donne structure à tes journées et te permet d'établir des limites. Si tu n'as pas cela, ta vie finira par tourner autour des vies des autres. Mais c'est ici que nous commençons à changer de perspective. Maintenant, avec l'aide de psychologues comme Jordan Peterson, tu apprendras l'importance de ne pas être trop aimable. Kersen souligne que l'excès de gentillesse peut être un signe d'insécurité et de manque de limites. Car lorsque tu es trop aimable, c'est souvent parce que tu veux éviter le conflit et que tu n'as pas le courage de revendiquer ce qui t'appartient. Le problème ne réside pas simplement dans le fait d'être bon ou trop aimable, mais c'est que lorsque tu ne mets pas de limites, tu permets aux autres de profiter de toi sans te donner la valeur que tu mérites. Carl Jung a observé que les personnes qui manquent de structure dans leur vie, qui ne savent pas vraiment ce qui est important, ont tendance à projeter leurs insécurités sur les autres, cherchant chez eux la validation qu'elles ne trouvent pas en elles-mêmes. Ainsi, ta disposition à aider les autres devient une source d'exploitation pour ceux qui ne te valorisent pas. Que peux-tu faire pour éviter cela? Le premier pas est de reconnaître les symptômes d'une vie désorganisée et dépourvue de direction. Si tu sens que tout le monde profite de toi, si tu es excessivement aimable et que tu évites de revendiquer tes droits par peur du rejet, alors il est temps de remettre en question en profondeur ce qui te manque. Lorsque ta vie manque d'un sens essentiel, tu es soumis au désir des autres, et c'est ce que nous voulons changer. Il est possible que tu aies constaté en toi-même le besoin constant d'être utile aux autres, de sentir que tu dois toujours être là pour aider. Cela est devenu une façon d'obtenir un minimum d'affection et de reconnaissance, mais c'est un piège. Le respect et la dignité ne viennent pas du fait d'être complaisant ou de quémander l'attention des autres. Ils viennent de la force d'avoir une vie propre, de reconnaître que tu as le droit de mettre des limites. La peur de perdre ces miettes d'affection fait que beaucoup de personnes laissent les autres profiter d'elles. Peut-être as-tu fait des faveurs que personne n'a remerciées, tu as été aimable alors que tu n'aurais pas dû, et tu as donné plus que ce que tu pouvais juste pour recevoir un peu de reconnaissance. Il est temps de changer cela. Ce besoin de plaire et d'être validé par les autres, peu importe à qui tu as quémandé, que ce soit un ami, un partenaire, un enfant ou un patron. Lorsque tu commences à définir ce qui est essentiel pour toi, les gens commenceront à te respecter. Finalement, ta vie doit tourner autour de tes propres désirs, de ce qui te fait grandir et être heureux. Ce changement commence par définir tes limites et établir ce qui est important dans ta vie. Tu ne dois pas subordonner ton bien-être au plaisir ou aux besoins des autres. Jordan Peterson insiste sur la nécessité de ne pas être trop aimable. Ce trait peut être une manifestation d'un manque de respect de soi. Si tu es excessivement aimable, si tu permets aux autres de profiter de toi sans rien dire, alors tu as besoin d'un changement profond dans ta façon de voir la vie. Maintenant, je veux que tu prennes quelques minutes pour regarder une vidéo que nous avons doublée en espagnol, dans laquelle Jordan Peterson parle précisément de la façon dont être trop aimable peut être un signe de manque d'estime de soi et de la nécessité de reprendre le contrôle de ta vie. Dans cette vidéo, Peterson explique comment éviter que les autres profitent de toi et comment apprendre à dire non sans culpabilité. Il est important que tu regardes cette vidéo parce que Jordan te montre la vérité sur le fait d'être trop aimable. Et comme je l'ai déjà dit, l'excès de gentillesse vient souvent d'une personne qui a désespérément besoin de validation, d'affection et d'approbation de la part des autres. J'ai utilisé une intelligence artificielle pour doubler la voix de Peterson, donc s'il te plaît, écoute ce qu'il a à te dire, car c'est vraiment précieux. C'est pourquoi il existe des traits de scrupulosité et de gentillesse.
Les personnes scrupuleuses te jugent sur tes réalisations. Elles ne se soucient pas du tout de tes sentiments. C'est comme si tu faisais le travail ou pas. Pendant que les gens aimables pensent « Eh bien, ta mère est malade, tu as des problèmes familiaux. Nous devons tous prendre soin de nous, et il est normal que tu traverses un moment difficile. » On ne peut pas dire qu'une de ces attitudes est correcte et que l'autre ne l'est pas. On ne peut pas dire cela. Ces deux dimensions n'existeraient pas s'il n'y avait rien de juste dans les deux, mais il est vrai qu'elles entrent souvent en conflit. La demande d'inclusion et de soins, ainsi que celle de haut rendement hiérarchique, sont des orientations très différentes dans le monde. Ainsi, il est compliqué pour les personnes agréables et consciencieuses. Je pense que les grandes organisations fonctionnent grâce au travail silencieux de gens très agréables et consciencieux, majoritairement des femmes. Mon expérience dans de grandes institutions a été que, si vous voulez embaucher quelqu'un pour exploiter, non, pas bien. Si vous voulez embaucher quelqu'un pour exploiter productivement, vous embauchez des femmes d'âge moyen, hyper conscientes, car elles feront tout, ne prendront pas le mérite et ne se plaindront pas en ligne pour être exploitées. Je pense que c'est parce qu'elles sont programmées pour que les bébés les exploitent, et cela ne fonctionne pas bien dans le monde réel. En thérapie, les gens viennent pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles est d'être trop complaisants. Ils reçoivent une formation à l'assertivité, même si ce n'est pas exactement ça. C'est apprendre à négocier pour soi-même. Aux personnes agréables et consciencieuses, je dis « Dis ce que tu penses, dis la vérité sur ce que tu penses ». Il y aura des choses que tu crois désagréables et dures, et probablement elles le sont, mais elles sont aussi probablement vraies. Il faut les mettre en avant et transmettre le message. Ce n'est pas facile. Les gens agréables n'aiment pas les conflits du tout. Ils préfèrent apaiser les eaux, et on comprend pourquoi. Cela concorde avec l'hypothèse que j'ai formulée. Tu ne veux pas de conflits près des bébés, c'est trop dangereux. Tu ne veux pas que des disputes éclatent. Tu ne veux pas que rien ne perturbe le calme relatif. Si tu es enclin aux blessures physiques ou émotionnelles, tu éviteras les conflits intenses. Résoudre des problèmes à court terme nécessite beaucoup de conflits, et si cela se déchaîne et devient dangereux, il peut être plus sûr de garder son calme et de ne pas se retrouver dans des situations où des conflits surgissent. Le problème est que ce n'est pas une bonne stratégie à moyen ou long terme, car il y a souvent des sujets qui doivent être abordés puisqu'ils ne disparaîtront pas. Une partie de ce que tu fais avec les personnes agréables est de les aider à comprendre, même si cela leur coûte. Si tu demandes à quelqu'un de désagréable ce qu'il veut, il te le dira tout de suite. Ils le savent. C'est comme « je veux ça et je vais l'obtenir ». Mais les gens agréables, surtout s'ils le sont beaucoup, ne savent souvent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont tellement habitués à vivre pour les autres, à découvrir ce que les autres veulent et à essayer de les rendre à l'aise, qu'il leur est plus difficile de trouver leur propre désir dans la vie. Et ça, ce n'est pas... Écoute, il y a des cas où c'est avantageux, mais ça ne l'est pas si tu veux te forger une carrière. Cela ne fonctionne tout simplement pas du tout. Pourquoi en arrivons-nous à un point où il semble que nous devenons le soutien émotionnel et logistique de tous, sauf de nous-mêmes? C'est exactement ce que soulève Jordan Peterson lorsqu'il se réfère aux problèmes auxquels font face les personnes trop agréables. Ce type de personnes, qui ont souvent le souci des autres et sont consciencieuses, rencontrent une tendance à l'exploitation. Pourquoi? Parce que dans leur effort pour éviter les conflits et maintenir la paix, elles finissent par se noyer dans les attentes des autres. Ici, un point important entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'être aimable ou bienveillant. C'est plutôt une question de structure interne et d'établissement de limites claires. Jusqu'où permets-tu aux autres de dicter le cours de ta vie? Peterson observe que ces personnes agréables, dans leur effort pour plaire aux autres, ne savent souvent même pas ce qu'elles veulent. Te sens-tu identifié à cela? Il est courant de se perdre dans la validation externe et d'oublier nos désirs et besoins, un problème qui ne peut être résolu que lorsque nous apprenons à mettre nos propres intérêts sur la table. Comme l'explique le psychologue Albert Bandura, la capacité de défendre nos propres objectifs et valeurs est liée à ce qu'il appelle l'auto-efficacité. Ce concept souligne l'importance de croire en notre capacité à influencer notre environnement et, dans ce cas, nos relations, sans dépendre uniquement de la validation externe. Une des caractéristiques que Peterson souligne est la façon dont ces personnes finissent par se déconnecter de leurs propres désirs.
en raison de son excessive empathie pour les problèmes des autres, cela n'affecte pas seulement sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle. Dans les mots de Carl Rogers, pour qui l'authenticité est une valeur fondamentale, ce décalage entre ce que nous voulons et ce que nous vivons génère une tension psychologique profonde. Sans la capacité de prioriser nos désirs, nous finissons par nous noyer dans un océan d'attentes externes, essayant de satisfaire une myriade d'exigences qui semblent sans fin. C'est ici qu'il devient nécessaire de redéfinir le respect de soi. Pour quelqu'un qui a consacré toute son énergie à satisfaire les autres, faire face à une structure hiérarchique peut être dévastateur, car il se sent piégé entre la gentillesse et la performance. Peterson évoque un cas dans son laboratoire où des étudiants à haut rendement se sentaient dévalués en étant dans la même catégorie que ceux qui ne s'efforçaient pas autant. Cela reflète comment, dans notre vie quotidienne, l'absence de limites claires affecte non seulement notre performance, mais aussi la façon dont les autres nous perçoivent et nous respectent. Être agréable peut être une force, mais aussi un obstacle si cela n'est pas accompagné d'une conscience de ses propres limites et droits. Rolando offre une approche complémentaire en parlant de l'importance de maintenir la dignité dans nos relations. Selon Goicoechea, les personnes qui ne fixent pas de limites claires tendent à éprouver une érosion de leur identité, se perdant dans les besoins et désirs des autres. Ce problème s'intensifie dans les environnements de travail et familiaux, où les personnes agréables sont souvent les premières à offrir leur aide au point d'ignorer leurs propres besoins. Goicoechea souligne que retrouver le respect de soi n'est pas seulement une question de dire non, mais de définir ce que l'on mérite et attend des relations. Mais comment le faire quand il semble que nous soyons programmés pour prioriser le bien-être des autres? Ici, l'idée de Piren sur la nécessité d'entraîner l'assertivité chez les personnes agréables entre en jeu. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de dur ou d'insensible, mais d'apprendre à exprimer clairement nos limites et nos désirs. Cela est essentiel pour parvenir à une vie équilibrée et respectée. La thérapie psychologique peut être une ressource précieuse dans ce processus, permettant aux personnes agréables de découvrir leurs véritables besoins et désirs. Dans ses observations, Peterson note que les grandes entreprises ont tendance à profiter des personnes agréables et conscientes. Ces personnes, dans leur tentative d'éviter les conflits, deviennent le moteur invisible de l'organisation, assumant des responsabilités supplémentaires sans recevoir le mérite qu'elles méritent réellement. Cela se produit également dans les relations personnelles, où ceux qui sont trop conciliants finissent par donner plus mais recevoir moins. Ce déséquilibre ne se résout que lorsque la personne agréable réalise que sa gentillesse a été mal interprétée comme de la faiblesse. Freud, dans son analyse des comportements humains, soutenait que les personnes ont tendance à répéter des dynamiques familiales dans leur vie adulte. Dans le contexte d'une personnalité trop agréable, cela signifie que ceux qui ont appris à satisfaire leurs parents ou d'autres adultes pendant leur enfance pourraient reproduire ce même schéma dans leurs relations actuelles. Dans cette perspective, ceux qui sont piégés dans une dynamique de dépendance émotionnelle ou de codépendance pourraient bénéficier énormément d'un processus de connaissance de soi et de restructuration de leurs limites. Le besoin d'approbation qu'une personne agréable développe provient d'une racine plus profonde, que des psychologues comme Mary Ainsworth et John Bowlby ont analysé en termes d'attachement. Selon leur théorie, les personnes qui n'ont pas développé un sentiment de sécurité émotionnelle dans leur enfance cherchent à le compenser à l'âge adulte en s'accrochant à des personnes ou à des situations qui leur procurent une sensation de stabilité, même si cela est souvent fictif. Cette dépendance à l'approbation externe les rend vulnérables à ceux qui cherchent à les manipuler ou à en tirer profit. Le problème n'est pas seulement que les autres ne valorisent pas l'effort et le dévouement des personnes agréables. Le problème réside dans le fait qu'elles ne s'attribuent pas de valeur. Viktor Frankl a observé que la quête de sens est fondamentale dans la vie humaine, et quand il n'y a pas de raison claire qui guide nos actions, il est facile de tomber dans un cycle d'autocomplaisance destructrice. Lorsque les personnes agréables apprennent à valoriser leurs propres besoins et à les prioriser, elles connaissent un changement profond dans leur estime de soi et dans la manière dont les autres les traitent. À ce stade, il est important de souligner qu'être agréable n'est pas un défaut, mais cela peut devenir une faiblesse si cela n'est pas géré correctement. La différence réside dans la capacité à exprimer nos désirs et nos besoins avec clarté. En d'autres termes, le premier acte de respect de soi consiste à reconnaître et à accepter nos propres émotions.
Cette acceptation est la première étape pour cesser de dépendre de la validation externe et commencer à construire un sens solide de l'identité. Lorsqu'une personne commence à définir ses priorités et à établir des limites, cela change la façon dont les autres l'aperçoivent. Tout à coup, cette personne qui était autrefois accommodante et accessible en tout temps commence à dire non et à exprimer ses propres désirs. Cela engendre un changement dans son environnement car les autres se voient contraints de respecter ses limites. La personne agréable alors commence à découvrir que le respect de soi est un outil puissant qui non seulement modifie ta vie, mais aussi la manière dont les autres te traitent. Ainsi, Goiko Ekea mentionne que l'un des aspects les plus importants du respect de soi est la cohérence. Les personnes agréables doivent apprendre à être cohérentes avec leurs limites et à ne pas céder à la pression externe. Cette cohérence est ce qui, à long terme, leur permettra de gagner le respect des autres, car personne ne peut respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Peu importe combien de fois tu as été ignoré ou exploité, il est toujours possible de retrouver ta dignité et d'établir une vie équilibrée. Il est fondamental de comprendre que le respect ne se mendie pas et ne se supplie pas. Comme le disait Carl Rogers, les relations authentiques se construisent sur la base du respect mutuel. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois commencer par te respecter toi-même, ce qui implique de poser des limites et d'exprimer tes besoins de manière claire et directe. Il ne s'agit pas d'être grossier ni de devenir une personne insensible. Il s'agit de maintenir une position ferme qui permet aux autres de comprendre tes limites. En fin de compte, la leçon est claire. Ta gentillesse ne doit pas être un billet pour que d'autres s'approprient de toi. Si tu sens que tu as été victime de personnes qui profitent de ta disposition à aider et de ton caractère accommodant, il est temps de changer. Définis tes priorités et apprends à dire non lorsque c'est nécessaire. Cette décision te redonnera non seulement le respect de soi, mais te permettra également de construire des relations plus saines et équilibrées. Comme Jordan Peterson le souligne dans sa vidéo, ce changement peut être difficile pour ceux qui ont vécu toute leur vie pour les autres. Cependant, apprendre à établir des limites et à exprimer tes désirs est la clé pour éviter que les autres ne profitent de toi. Et si tu as encore des doutes sur comment franchir cette étape, cette vidéo t'aidera à mieux comprendre le processus de transformation et t'encouragera à commencer à construire la vie que tu mérites dans ce voyage de redécouverte personnelle. Nous trouvons même des conseils que la sagesse biblique nous offre. Proverbes, chapitre 16, qui apporte une perspective claire sur les chemins que l'homme considère comme purs selon sa propre opinion. Du cœur de l'homme sont les dispositions, mais de l'Éternel est la réponse de la langue. Tous les chemins de l'homme sont purs à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Confie à l'Éternel tes œuvres et tes pensées seront affermies. Nous faisons face à l'avertissement que nos actions peuvent être motivées non pas par ce dont nous avons réellement besoin, mais par un besoin plus profond. Dans les prochains paragraphes, nous explorerons comment ces mots peuvent prendre sens dans nos vies quotidiennes, en particulier lorsque nous nous trouvons à mendier de l'affection et de la validation. Lorsque Proverbe 16 parle des chemins purs selon l'opinion de l'homme, nous pourrions l'interpréter comme la manière dont nous justifions nos actions et décisions, croyant que nous recherchons la bonté ou la gentillesse, alors qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est alimenter un besoin interne d'approbation. Être extrêmement gentil, accommodant ou donner trop aux autres peut nous sembler un chemin noble, mais derrière ce comportement se cache souvent une dépendance émotionnelle et un besoin affectif que nous laissons insatisfait. L'avertissement dans ce proverbe est lié à la recherche de reconnaissance chez les autres, quelque chose qui peut ne pas être aligné avec notre véritable bien-être. C'est un rappel que nous ne devons pas mettre notre identité ni notre satisfaction entre les mains des autres. La phrase « Maudit soit l'homme qui se confie en un autre homme » nous appelle à comprendre qu'en agissant ainsi, nous nous exposons à la déception et à la douleur, surtout lorsque ces personnes ne répondent pas à nos attentes. Les attentes ne valorisent pas nos efforts lorsque nous laissons notre vie tourner autour du besoin de plaire ou d'être valorisé par les autres. Nous vivons dans un cycle de dépendance émotionnelle et, souvent, d'auto-attaché. Nous nous ajustons et nous modelons selon ce que les autres attendent, abandonnant ainsi notre essence. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à consacrer du temps et de l'énergie à quelqu'un qui ne nous valorise pas, justifiant chaque effort sous l'idéal que c'est ce qu'il faut faire? Cependant, ces chemins propres ne reflètent qu'une insécurité interne
et le désir de trouver une validation externe plutôt que de la cultiver en nous-mêmes. Revenir à l'essentiel, c'est comprendre que notre paix et notre valeur ne doivent pas dépendre des opinions ou de l'affection des autres. C'est dans ce retour à nous-mêmes que nous trouvons réellement de la force. Au lieu de mendier de l'amour et de la reconnaissance, le défi est de trouver cet amour propre, de développer des relations plus authentiques et désintéressées, et d'apprendre à donner sans attendre en retour une validation qui devrait venir de nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous cultivons ce noyau d'identité que nous pouvons interagir sans perdre notre dignité. Enfin, les proverbes nous invitent à examiner nos chemins avec sincérité et à trouver l'équilibre entre être aimable et être authentique. Si nous croyons que notre valeur est intrinsèque, nous n'aurons pas besoin de l'approbation des autres pour nous sentir complets. Gabriel Arana, expert en relations, propose une série de conseils clés pour avoir une relation saine et équilibrée. Tout d'abord, il souligne l'importance de ne pas idéaliser son partenaire. Cela implique de ne pas placer l'autre personne sur un piédestal qui vous laisse dans une position d'infériorité. Valorisez-vous vous-même et gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le pouvoir de définir votre valeur. L'équilibre dans la relation part de la reconnaissance que la valeur personnelle ne dépend pas d'une personne extérieure. Vous êtes celui qui doit la construire de l'intérieur. Le deuxième point qu'il mentionne est l'établissement de limites claires dans toute relation, mais surtout dans le couple. Il est essentiel de ne pas tolérer les mensonges ni les manques de respect. Si de tels comportements sont tolérés, la relation se déséquilibre et laisse un espace ouvert pour que l'autre en profite. Les limites ne sont pas un acte d'égoïsme, mais une manifestation de respect envers soi-même. Les établir évite de s'exposer à des relations toxiques ou de permettre des comportements nuisibles. Un autre aspect crucial est l'espace personnel. Arana suggère que, pour qu'une relation fonctionne, les deux partenaires ont besoin d'un temps et d'un espace où chacun puisse se développer. Rester connecté à soi-même est important pour conserver une individualité saine. Ne pas perdre de vue ses propres intérêts, amitiés et objectifs personnels aide à renforcer le lien sans dépendance émotionnelle extrême. Ainsi, le succès personnel dans les études, le travail et le développement individuel n'est pas seulement positif pour vous, mais peut aussi enrichir la relation. Enfin, Arana conseille de ne pas trop donner si l'on reçoit peu. Ce conseil est essentiel pour équilibrer l'investissement émotionnel dans la relation. Il s'agit d'évaluer si vous recevez le même engagement, affection et respect que vous donnez. Dans l'amour, il est fondamental de donner autant que de recevoir. Sinon, vous risquez de vous retrouver émotionnellement épuisé et dévalorisé. En vous concentrant sur le fait de recevoir autant que vous donnez, vous maintenez votre dignité intacte et évitez de tomber dans des relations unilatérales. Pour approfondir ces points, je vous invite à regarder un extrait de la vidéo de Gabriel Arana. Comment faire en sorte que votre partenaire vous valorise? 7 comportements pour être valorisés, où sont expliqués ces comportements essentiels qui renforcent le respect et l'estime de soi dans la relation. Numéro 1. Ne le transforme pas en Dieu. C'est l'une des erreurs les plus courantes au début de la relation. Les gens placent leur partenaire à un endroit supérieur. Cela peut être parce que cette femme est très belle, ou parce que cet homme vous traite très bien, et vous commencez à le voir comme un dieu. Vous commencez aussi à le traiter et à le voir d'en bas, en disant « Oh, quelle chance j'ai d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés ». Cela veut dire que vous valez moins que cette personne. Pourquoi devriez-vous valoriser cette personne plus que vous? Cela doit être une relation d'ego. Vous ne pouvez pas traiter votre partenaire comme un dieu. Vous ne pouvez pas lui faire sentir qu'il est si important, car cette personne commencera à prendre le dessus et à se sentir plus importante que vous. Cela ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, narcissique ou manipulatrice. Vous poussez la personne à vous faire du mal, car vous vous situez dans une position d'infériorité, et c'est la nature des humains. Il est important de ne pas utiliser les personnes vulnérables. Tu dois comprendre et accepter cette réalité pour traiter ton partenaire comme un égal. Peu importe sa beauté, peu importe son argent, peu importe ses attributs. Traite-le de manière égale, montre-lui que tu es également une personne précieuse, ou peut-être que tu es la personne la plus précieuse au monde, et c'est ce que tu vas transmettre dans une relation.
Mais si tu te sens mais si peu de choses, tu vas transmettre cela. Et cette personne se sentira supérieure à toi. Il est très mais très probable qu'elle te fasse du mal ou te piétine à un moment donné de la relation. Si tu veux approfondir ces idées et obtenir des outils pratiques pour renforcer tes relations, je t'encourage à regarder la vidéo complète de Gabriel Arana. Dans cette vidéo, Arana explique, étape par étape, comment améliorer le lien avec ton partenaire et comment faire en sorte qu'il te valorise et te respecte. Pour continuer à développer l'importance de se concentrer sur l'essentiel, réfléchissons à ce que disent plusieurs experts en psychologie et en développement personnel, dont Rolando Goicoechea et d'autres, qui ont souligné comment l'équilibre et l'accent sur ce qui est vraiment important peuvent complètement changer notre manière de nous relier aux autres. Ce que nous avons discuté jusqu'à présent, c'est que lorsque nous mettons tous nos efforts et notre valeur dans une autre personne, nous risquons de nous perdre et de diluer notre identité en fonction de quelqu'un d'autre. En revanche, en centrant notre vie sur ce qui nous définit, comme nos objectifs et nos valeurs, nous créons un environnement interne plus fort et plus stable, dans lequel le respect de soi et le respect des autres deviennent une conséquence naturelle. Goicoechea souligne l'importance de travailler sur une vie équilibrée, où chacun peut décider de ce qui est réellement important. Dans cette optique, il propose qu'il ne s'agit pas seulement de répondre aux attentes des autres, mais de se tourner vers l'intérieur et de décider par soi-même quels sont ces objectifs qui nous définissent et nous remplissent. Cela améliore non seulement notre image de soi, mais projette également une sécurité que les autres respectent inévitablement. Il est facile de tomber dans l'erreur de confondre l'amour ou la dévotion avec le besoin d'approbation. Cependant, tout comme un arbre bien enraciné, lorsque nous construisons une vie autour de l'essentiel, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous soutenir. Nous devenons autosuffisants et complets. Ce besoin de s'accrocher à l'essentiel se manifeste dans de nombreux domaines de la vie. Lorsque nous cherchons un partenaire qui valorise ce que nous sommes en essence, plutôt que ce que nous prétendons être pour eux, nous sommes beaucoup plus proches de créer une relation qui nous respecte et nous valorise. Cela devient encore plus pertinent lorsque nous comprenons, comme le prévient Goicoechea, que le véritable amour est celui qui respecte l'individualité et ne demande pas à quelqu'un de devenir une extension de la vie d'un autre. Sigmund Freud, par exemple, parle de la façon dont nos premières relations peuvent créer des schémas dans lesquels nous confondons la dépendance avec l'amour véritable, conduisant à des déséquilibres émotionnels qui nous empêchent de valoriser et de centrer notre vie sur ce qui nous rend réellement heureux. L'équilibre et l'attention à l'essentiel ont également des applications pratiques. Pensons à une personne qui, comme dans l'exemple donné, a passé des années à consacrer tout son temps et son énergie à une relation ou à une personne spécifique, au point de se sentir sans direction propre. Un changement dans cette situation pourrait commencer lorsqu'elle ose se tourner vers l'intérieur et trouver sa véritable passion ou vocation, comme étudier le droit ou développer une carrière professionnelle. Cette orientation vers quelque chose de plus grand que soi, et non en fonction de quelqu'un d'autre, permet de libérer le poids émotionnel que crée la dépendance. De cette manière, notre protagoniste cesse de chercher l'approbation de son partenaire et commence à construire sa propre histoire, fondée sur des objectifs qui la remplissent et la rendent épanouie. La transformation se produit lorsque l'on construit une vie autour de ces éléments essentiels et non pas sur le besoin d'être aimé ou validé par une autre personne. Elisabeth Lofu souligne comment notre passé et nos expériences précoces peuvent nous prédisposer à rechercher l'amour et l'approbation au mauvais endroit. Cependant, le changement vers l'essentiel aide à rediriger ces désirs vers un plan plus sain, où nos valeurs et nos objectifs nous motivent, plutôt que d'être conditionnés par l'affection des autres. Cela implique que, même si nous avons traîné ou été humiliés dans le passé, il est possible de reprendre le contrôle et d'établir une base de respect personnel que les autres percevront également. En nous concentrant sur l'essentiel, nous commençons à réaliser que le respect ne provient pas d'actes externes, mais de la façon dont nous percevons notre propre valeur. Nous alignons notre vie autour de ce qui nous rend réellement heureux et épanouis. Maintenant, nous allons nous plonger dans une histoire où tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo prend vie. C'est ici que chaque concept discuté, des conseils de Goicoechea aux idées d'Arana et Thiessen, se transformera en action et décision réelle.
Je t'invite à écouter cette histoire avec attention, car à l'intérieur, tu trouveras des exemples pratiques, des leçons et des rebondissements inattendus qui te montreront comment, même après avoir supplié pour de l'amour ou de l'affection, tu peux retrouver ta valeur et faire en sorte que cette personne qui peut-être ne te respectait pas voit ta véritable valeur. Reste jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait complètement changer ta façon de comprendre le respect et la dignité dans tes relations. Il était une fois, dans une ville vibrante et pleine de vie au cœur du Mexique, appelée Guadalajara, où les rues pavées semblaient être éternellement illuminées par les reflets des lumières chaleureuses des vieux lampadaires. Là vivait Samuel, un homme de 32 ans qui, à première vue, semblait avoir tout. Son travail en tant qu'architecte lui offrait un bon niveau de vie. Il s'habillait toujours avec soin et était connu parmi ses amis pour être celui qui savait toujours écouter les autres. Mais il y avait quelque chose que ses amis commencèrent à remarquer, quelque chose qui semblait miner son énergie, son éclat. Samuel avait rencontré Valeria il y a 2 ans lors d'une exposition d'art au centre. Elle était artiste plasticienne, avec un large sourire et une voix douce, et semblait avoir cette personnalité magnétique qui faisait que Samuel se sentait comme l'homme le plus chanceux du monde, rien qu'en étant près d'elle. Dès le moment où ils s'étaient recroisés, Samuel ne put s'empêcher d'être envoûté, voyant en elle une sorte de muse d'inspiration qui donnait un sens à sa vie. Au cours des premiers mois, Valeria semblait également apprécier la compagnie de Samuel. Elle aimait parler de ses projets, de ses rêves et adorait l'écouter. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Samuel, qui avait centré toute sa vie sur Valeria, commença à remarquer qu'elle devenait de plus en plus distante. Parfois, elle annulait des plans à la dernière minute. D'autres fois, elle ne répondait tout simplement pas à ses messages. Et pendant que cela se produisait, au lieu de prendre un pas en arrière et de réfléchir à ce qui se passait, Samuel s'accrochait encore plus. Il commença à faire tous les efforts possibles pour regagner l'attention de Valeria. Il lui apportait des fleurs à l'atelier où elle travaillait, lui envoyait des messages tous les matins et tous les soirs, et même offrait de l'aider avec ses projets, même si cela signifiait mettre de côté ses propres responsabilités. « Valeria, tu sais que je peux t'aider à terminer cette série de tableaux avant l'exposition. Tu n'as pas à tout faire toute seule, » lui disait-il avec un ton mêlant un peu de désespoir à l'espoir qu'elle accepte. Mais Valeria se contentait de sourire de manière un peu distante et lui répondait avec gentillesse, mais sans engagement. « Merci Sam, vraiment, mais je pense que je peux m'en sortir. J'ai juste besoin de me concentrer un peu, » lui disait-elle tout en reportant son attention sur l'étoile. Pour Samuel, ces mots étaient comme un poignard invisible qui lui rappelait encore et encore que, peu importe ce qu'il donnait, il semblait que cela n'était jamais suffisant pour que Valeria le voie vraiment. Les mois passèrent, et la relation qui avait un jour été joyeuse et légère devint quelque chose de lourd, comme un fardeau que Samuel portait sur ses épaules. Chaque fois que Valeria rejetait un de ses plans, il sentait qu'il devait s'efforcer davantage. Il pensait que s'il réussissait à faire quelque chose de spécial, quelque chose de grand, elle l'aimerait comme lui l'aimait. Cependant, au lieu de voir en Valeria une partenaire, il commença à la voir comme une sorte de demi-déesse, à qui il devait rendre hommage pour obtenir un peu d'attention, un peu d'affection. « Valeria, je pensais que nous pourrions aller à Puerto Vallarta ce week-end. J'ai tout prévu. Nous pourrions nous détendre, nous éloigner un peu de tout, » lui proposa-t-il un jour d'une voix tremblante, essayant de cacher son anxiété. Valeria fronça simplement les sourcils. « Je ne sais pas, Sam. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour ça. J'ai tant de choses à faire, et, eh bien, tu sais, » répondit-elle en essayant d'éviter son regard. Cette nuit-là, Samuel ne put dormir. Sa tête tournait en pensant à ce qu'il pouvait faire de mal. Il se demandait s'il n'était pas à la hauteur, s'il n'était pas suffisant. Elle était suffisamment intéressante ou attrayante pour que Valeria veuille passer plus de temps avec lui le lendemain. Il est arrivé au travail épuisé et sans énergie, et ses collègues ont remarqué son découragement. L'un d'eux, un homme âgé avec une grande barbe blanche, lui a tapoté l'épaule et lui a dit « Fiston, tu dois vivre pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. » Mais ces mots ne l'ont pas touché, et en sortant du travail, il s'est dépêché d'acheter un cadeau pour Valeria, quelque chose qui, selon lui ferait comprendre à quel point elle comptait pour lui. Il est allé directement à son atelier,
impatient de la surprendre, mais en arrivant, il la trouvait en train de discuter joyeusement avec un autre homme, quelqu'un avec qui elle semblait partager une complicité qu'il ressentait de moins en moins dans sa propre relation. « Sam », dit-elle sans perdre son sourire, mais avec une froideur qui lui a brisé le cœur. « Merci pour le cadeau, mais je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de faire ces choses. Cette nuit-là, la frustration et la douleur l'ont consumé. » Assis seul dans son appartement, entouré des murs froids et des cadeaux qu'il avait offerts à Valeria, qu'elle n'a jamais apprécié comme il l'espérait, il se sentait vide. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait tournait autour d'elle. Ses amis, sa famille, même son propre bien-être avait été relégué dans sa vie pendant qu'il cherchait quelque chose qui semblait lui échapper. La semaine suivante, Valeria s'est encore plus éloignée. Samuel ne savait plus quoi faire. Chaque message de sa part restait sans réponse pendant des heures, et quand elle répondait, c'était avec des monosyllabes. Mais lui, au lieu de s'éloigner, a redoublé ses efforts. Il a commencé à mendier, littéralement, à la supplier pour qu'elle le regarde à nouveau avec les mêmes yeux qu'avant. « Valeria, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour que tu sois avec moi comme avant. Je donnerai tout pour toi, tu le sais, n'est-ce pas ?» lui écrivit-il un soir, le téléphone à la main, fixant l'écran et attendant une réponse qui tardait à venir. Valeria a finalement répondu « Sam, je pense que nous avons besoin de temps. J'ai l'impression que tu as besoin d'espace et moi aussi. » Ces mots sont tombés comme un seau d'eau glacée. Samuel savait que son monde s'effondrait, que toute sa vie perdait son sens. Il ne comprenait pas comment, après tant d'efforts, tout pouvait se terminer ainsi. Après cette froide séparation, Samuel n'a pas pu contenir son anxiété. Cette phrase de Valeria résonnait dans son esprit. « J'ai besoin d'espace ». Pour lui, ces mots n'étaient rien de plus qu'un abîme sombre et inconnu, un endroit où il ne savait pas comment avancer. Il essayait de se convaincre qu'elle ne faisait que traverser un mauvais moment et que, s'il s'efforçait encore plus, tout redeviendrait comme avant. Mais la réalité était différente et il était sur le point de toucher le fond. Au cours des semaines suivantes, Samuel a consacré chaque minute, chaque pensée et chaque action à essayer de récupérer l'attention de Valeria. Son obsession a atteint un tel point qu'il a commencé à perdre tout intérêt pour son travail, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Un jour, alors qu'il était dans son bureau en train de réviser un projet important pour une entreprise étrangère, Valeria lui a envoyé un message inattendu. C'était simple. « J'ai besoin de te parler ». L'anxiété l'a envahi immédiatement, le laissant incapable de se concentrer sur son travail. Sans réfléchir à deux fois, il a quitté le bureau, laissant ses projets et ses responsabilités en suspens. « Valeria, que se passe-t-il ? Tu vas bien ?» lui a-t-il dit à peine arrivé à son atelier, le cœur battant et la respiration haletante. Elle, sans grande émotion, le regarda et haussa les épaules. « Je voulais juste te dire que je m'en vais de la ville pour un temps. J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle sans plus, lui tournant le dos et reprenant son travail. Pour Samuel, cette nouvelle était dévastatrice, une profonde blessure qu'il sentait dans son âme. « Mais et nous ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» insista-t-il, sentant que chaque mot qui sortait de sa bouche le rendait plus vulnérable, plus petit devant elle. Valeria, sans même le regarder, répondit froidement « Sam, tu dois cesser de faire de cela le centre de ta vie. Je ne peux pas continuer ainsi, tu m'étouffes. » Cette phrase fut un coup direct à son estime de soi, mais au lieu de s'arrêter pour réfléchir, Samuel insista à nouveau. Il la supplia de ne pas partir. Il ferait tout ce qui était nécessaire pour la rendre heureuse, mais Valeria ne montrait aucune once d'intérêt. Finalement, avec des larmes aux yeux et sans recevoir le réconfort qu'il cherchait, Samuel se retira, la tête basse, sentant que tout s'effondrait autour de lui. À partir de ce moment, Samuel devient l'ombre de ce qu'il avait été autrefois. Chaque décision qu'il prenait était soumise à la possibilité de plaire à Valeria ou d'éviter qu'elle s'éloigne encore plus. Il commença à annuler des réunions importantes pour pouvoir être disponible au cas où elle déciderait de l'appeler, et ses projets au travail commencèrent à souffrir de son manque d'attention. Ses collègues le voyèrent arriver en retard, absent, avec les yeux rouges d'avoir trop pensé et pleuré. Personne ne pouvait comprendre ce qui lui arrivait, mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. « Sam, tu as une réunion importante aujourd'hui avec les partenaires de l'entreprise.
Ce projet pourrait nous propulser vers le niveau supérieur, lui rappela son collègue et ami Carlos. Mais Samuel, avec une expression désorientée, répondit simplement « Je sais, Carlos, mais j'ai besoin que tu me couvres. Aujourd'hui, j'ai autre chose à régler. » Carlos le regarda, incrédule et inquiet. « Quelque chose de plus important que ça? Plus important que le projet sur lequel tu travailles depuis des mois ?» Samuel évita de le regarder dans les yeux. La vérité était qu'il avait reçu un message de Valeria ce matin-là. Un message simple et presque indifférent, mais pour lui, c'était suffisant pour annuler quoi que ce soit et sortir en courant pour la voir. Malgré l'insistance de Carlos, il s'en alla sans explication. En conduisant vers l'endroit où Valeria lui avait dit qu'il se retrouverait, il ressentait un mélange de nerfs et d'excitation, comme s'il était sur le point d'atteindre quelque chose qu'il avait recherché pendant si longtemps. Cependant, lorsqu'il arriva à l'endroit, Valeria à peine le salua et continua à parler au téléphone, comme s'il n'était pas là. Samuel attendit consciemment, incapable de montrer sa frustration, et quand enfin elle termina l'appel, il essaya d'engager la conversation, espérant en entendre des mots d'affection ou au moins d'intérêt. « Valeria, j'ai beaucoup réfléchi à nous. Je pense que nous pouvons encore sauver notre relation. Dis-moi juste ce dont tu as besoin, ce que tu veux de moi, et je le ferai. » dit-il d'une voix remplie d'une vulnérabilité qui en devenait presque pitoyable. Mais Valeria ne fit que le regarder, comme si elle évaluait s'il valait la peine de répondre. « Sam, tu ne peux pas continuer à me faire ça. C'est vraiment trop. Tu ne peux pas dépendre autant de moi, tu comprends ?» répondit-elle sur un ton sec et sans une once d'émotion. Samuel sentit un nœud dans sa gorge, mais il essaya tout de même de se justifier. « Ce n'est pas ça, Valeria. C'est juste que je veux que tu saches à quel point tu es important pour moi. Je ferai tout pour que nous allions bien, insista-t-il, mettant de côté toute fierté. Mais Valeria soupira, lui donna une tape sur l'épaule et s'en alla sans plus. À partir de ce jour, Samuel commença à s'absenter de plus en plus au travail. Il se consacra entièrement à attendre et à prier pour l'attention de Valeria, négligeant complètement sa vie personnelle et professionnelle. Les opportunités de croissance professionnelle s'évaporaient, tout comme le respect de ses collègues. Il commença à voir comment il perdait d'importants contrats et comment ses collègues le regardaient avec un mélange d'inquiétude et de pitié. Personne ne pouvait comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi prometteur que lui avait laissé une relation le détruire. La situation s'aggrava lorsqu'un client important annule un contrat en raison du manque de sérieux et d'engagement de Samuel. C'était l'opportunité de sa vie, une occasion qu'il avait laissé filer parce qu'il avait été trop occupé à essayer de sauver une relation brisée. C'est alors que certains de ses amis et membres de sa famille tentèrent de lui parler, de lui faire voir le mal qu'il a causé à sa vie, mais il n'écoutait pas. Il ne voulait pas écouter. Pour lui, Valeria était le centre de tout, l'axe autour duquel tournait son monde. Sa mère, une femme douce mais ferme, le confronta un après-midi. « Samuel, mon fils, tu perds tout pour quelqu'un qui ne veut pas être avec toi. Je ne peux pas te voir comme ça. Tu ne vois pas que tu es en train de te détruire ?» Mais Samuel, plongé dans son obsession, répondit simplement « Maman, elle est tout pour moi. Si je la perds, je ne sais pas qui je suis. » C'est alors que sa mère, avec des larmes aux yeux, l'enlaça et lui dit « Tu es plus que cette relation, Sam. Rappelle-toi qui tu es, reprends le contrôle de ta vie. » Cependant, ces mots restèrent en suspens dans l'air. Samuel n'était pas prêt à écouter. Après cette conversation avec sa mère, il s'est enfermé dans son appartement et a réfléchi profondément. Il avait touché le fond. Il ne restait plus rien de cet homme sûr de lui, avec des objectifs clairs et un avenir brillant qu'il avait été autrefois. Sa mère avait raison. Et bien que les mots résonnaient avec douleur dans son cœur, il commençait à semer une nouvelle vision dans son esprit. Lui, qui avait toujours rêvé de grandes réussites, avait mis de côté ses ambitions pour quelqu'un qui ne partageait pas ses rêves, ni ne respectait sa détermination. Il s'est rendu compte que l'essentiel n'était pas la valeur, mais lui-même, ses objectifs et sa vie. Cette nuit-là a été un tournant. Alors qu'il marchait dans le salon de son appartement, il a décidé qu'il était temps de se rétablir, de se retrouver. Il s'est assis à son bureau et a écrit une liste de tous les objectifs qu'il avait avant de se perdre dans sa relation, depuis la conclusion du contrat en attente jusqu'à la reprise du développement de son entreprise.
Il a tout noté comme s'il s'agissait de petites promesses qu'il devait tenir. Au milieu de ses notes, un message de Valeria est apparu sur son téléphone. Cette fois, il l'a regardé calmement, sans la désespérance de répondre immédiatement. C'était une épreuve pour lui-même. Samuel a laissé son téléphone sur la table et s'est consacré à l'étude du contrat de son entreprise, quelque chose qu'il avait négligé pendant des semaines. Au cours des jours suivants, Samuel s'est plongé dans son travail. Il a réorganisé ses tâches, établi des horaires et des priorités, et a recommencé à accorder l'importance qu'il fallait à chacun de ses projets. Au lieu de s'inquiéter de chaque message ou appel de Valeria, il se concentrait sur ce qu'il devait vraiment gérer, son entreprise, ses collaborateurs et son propre bien-être. Étonnamment, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, et chaque fois que son esprit essayait de revenir à Valeria, il se rappelait que sa valeur et son bonheur ne dépendaient pas d'une relation, mais de sa propre force et détermination. Ce changement n'est pas passé inaperçu pour Valeria. Elle a commencé à remarquer la distance de Samuel, le manque de messages et l'absence d'appels. Jusqu'à ce moment, il avait toujours été disponible, presque comme si sa vie tournait autour d'elle. Maintenant, cependant, il semblait inaccessible, concentré sur quelque chose que Valeria ne pouvait pas tout à fait comprendre. Une nuit, elle a décidé de le chercher et, sans préavis, est apparue dans son appartement. « Samuel, tout va bien ?»« J'ai remarqué que tu es distant, » dit Valeria, le regardant dans les yeux, attendant une explication. Lui, avec une tranquillité qui semblait nouvelle, lui répondit « Je vais bien, Valeria. J'ai simplement eu beaucoup de travail et je consacre du temps aux choses que j'avais mises de côté. » Valeria le regarda, surprise, espérant qu'il l'inviterait à rester. Mais Samuel se contenta de discuter avec elle pendant quelques minutes, puis, avec un sourire amical, lui dit qu'il devait continuer à travailler. C'était la première fois qu'il posait une limite claire entre eux, et cela suscita une gêne en Valeria qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Avec le passage des semaines, Valeria a commencé à insister de plus en plus pour le voir. Samuel, sans être impoli, lui a précisé qu'il avait maintenant des engagements importants et qu'il ne pourrait se voir qu'à certains horaires. « Nous pouvons nous voir le samedi soir prochain. Je dois conclure un contrat durant la semaine et j'ai besoin d'être à 100%, lui dit-il un après-midi. Pour Valeria, cela était quelque chose de complètement nouveau. La certitude que Samuel prenait les rênes de sa vie, établissant des priorités et des limites. Cela a généré en elle un mélange d'intrigue et de respect. La fermeté et l'équilibre que Samuel montrait dans sa vie ont commencé à exercer un changement sur Valeria. En voyant qu'il ne dépendait plus émotionnellement de sa présence, ni ne cherchait constamment sa validation, elle a commencé à réévaluer sa propre attitude. Samuel n'était plus prêt à mettre de côté ses rêves pour elle, et cela l'a obligée à reconsidérer la façon dont elle l'avait traité dans le passé. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la valeur de Samuel en tant qu'individu et tout ce qu'il avait sacrifié. Lors d'une de leurs sorties, Valeria a essayé de raviver des sujets du passé, mais Samuel, avec sérénité, a détourné la conversation vers le présent et ses projets. « Je ne veux plus vivre de souvenirs ni d'espoir, Valeria. Je suis concentré sur l'ici et maintenant, lui dit-il, la regardant avec sincérité. Ces mots l'ont déstabilisé. Ce n'était pas le même Samuel qui avait été prêt à tout sacrifier pour elle. C'était quelqu'un de renouvelé, quelqu'un qui priorisait sa vie et ses réussites personnelles. En voyant la maturité et le respect que Samuel se donnait à lui-même, Valeria a ressenti une profonde admiration. Sans s'en rendre compte, son attitude envers lui a commencé à changer. Elle ne le voyait plus comme quelqu'un prêt à tout faire pour elle, mais comme un homme avec une vie pleine, avec des objectifs et des buts clairs. L'attraction qu'elle ressentait pour lui s'est transformée en respect, et pour la première fois depuis longtemps, elle a senti qu'elle devait gagner son affection. Un endroit dans sa vie, au lieu de considérer qu'elle serait toujours là pour lui. Samuel, pour sa part, continua d'avancer fermement sur son chemin. Il savait que même s'il aimait Valeria, sa vie ne pouvait pas tourner autour d'elle. Maintenant, ses priorités étaient claires et son bien-être ne dépendait plus des décisions de quelqu'un d'autre. La paix et la satisfaction qu'il ressentait pour ses réalisations personnelles le remplissaient d'une sécurité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Valeria, en le voyant si centré et stable, commença à chercher des excuses pour le voir, espérant qu'il lui ouvrirait à nouveau les portes de sa vie.
Un jour, Valeria lui proposa de sortir un vendredi soir, mais Samuel, sans perdre son calme, lui répondit qu'il avait une réunion importante le lendemain et qu'il devait se reposer. « On peut se voir dimanche, Valeria. J'ai le jour libre, » lui dit-il avec un sourire calme. Elle accepta, bien que cela la surprenait de voir avec quel sérieux il gérait sa vie. Il était clair que ses priorités avaient changé, et cela lui faisait sentir qu'il était enfin aux commandes. La relation entre eux commença à prendre un tournant inattendu. Valeria, qui avait toujours été celle qui établissait les termes de la relation, se retrouvait maintenant à s'adapter aux horaires et aux engagements de Samuel. Elle lui envoyait des messages et attendait patiemment qu'il réponde quand il aurait du temps. La situation était complètement opposée à celle d'avant et, loin de la déranger, elle sentait qu'elle avait maintenant trouvé un homme sûr de lui, qu'elle devait respecter et valoriser. Samuel appréciait le changement chez Valeria, mais cette fois, il ne faisait pas d'elle le centre de sa vie. Bien qu'il appréciait sa compagnie, il maintenait clairement ses limites et continuait de prioriser ses propres objectifs. Valeria, en le voyant si engagé dans sa propre vie, commença à le respecter de manière authentique sans essayer d'imposer ses besoins sur les siens. C'était la première fois qu'ils étaient dans une relation de respect et d'admiration mutuelle. Finalement, un dimanche après-midi, alors qu'ils se promenèrent dans le parc, Valeria s'arrêta et le regarda dans les yeux. « Samuel, j'ai beaucoup changé pour toi et je réalise que je t'ai fait défaut dans le passé, » lui dit-elle avec une sincérité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Samuel la regarda et, avec un calme qui reflétait sa nouvelle perspective de vie, lui répondit « Tu n'as pas besoin de changer pour moi, Valeria. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous voulons tous les deux construire quelque chose qui nous unit, mais sans oublier qui nous sommes. » Ce moment marqua un nouveau départ pour eux deux. Au début de leur relation, avec Valeria, Samuel montrait une tendance profonde à la dépendance émotionnelle. Cette caractéristique, décrite largement par des psychologues comme Walter Rizzo et Harfon, est souvent le résultat d'un manque de connexion avec soi-même et d'une dépendance excessive à l'approbation extérieure. Dans le cas de Samuel, il avait déplacé son identité et son estime de soi, laissant sa valeur personnelle dépendre complètement de la validation et de l'acceptation de Valeria. Ce type de dépendance crée un schéma qui, à long terme, devient destructeur tant pour la personne que pour la relation. En suivant les apports de Rizzo, nous pouvons comprendre que la dépendance émotionnelle implique un manque d'amour de soi et une peur profonde de la solitude. Dans son livre « Amour hautement dangereux », Rizzo explique comment les individus qui basent leurs valeurs sur les relations des autres finissent par perdre leur identité et leur capacité émotionnelle. Samuel était tombé dans ce piège. Sa vie entière était structurée en fonction de Valeria et, en conséquence, il éprouvait une anxiété constante et un sentiment de vide quand elle n'était pas là. Cela s'aligne avec ce que décrit Abraham Maslow dans sa hiérarchie des besoins, où la recherche de reconnaissance et d'appartenance peut conduire à la dépendance si l'auto-évaluation et le développement personnel sont négligés. Lorsque Samuel commence à toucher le fond et réalise que sa vie a perdu son sens en dehors de la relation, il subit un changement crucial. C'est un moment de crise dans la thérapie où la personne reconnaît que son comportement a été autodestructeur. Ici, nous voyons la théorie de Carl Rogers et son approche de l'auto-acceptation. Rogers suggère que le véritable changement ne peut se produire que lorsque la personne est confrontée à son moi authentique et lui permet d'accepter ses défauts et ses faiblesses. Samuel, en réalisant que sa vie avait perdu son sens, commence à restructurer sa perception de lui-même et à se valoriser sans dépendre de l'approbation de sa partenaire. Cette acceptation de soi est une étape fondamentale sur le chemin de l'autosuffisance émotionnelle. L'influence de sa mère est également significative. Ses paroles agissent comme un catalyseur, l'amenant à se demander s'il vivait réellement une vie conforme à ses valeurs ou s'il avait laissé sa dépendance le conduire sur un chemin opposé. Selon la théorie de l'Epigo, les autres exercent une grande influence sur notre perception de nous-mêmes. La relation avec sa mère a donné à Samuel une perspective externe dont il avait besoin pour voir le problème sous un autre angle. Ce fut alors qu'il a commencé à comprendre que, malgré tous ses efforts pour gagner l'amour de Valeria, il ne recevrait jamais le respect qu'il recherchait s'il n'était pas capable de se respecter lui-même d'abord. Un autre aspect à considérer est la manière dont Samuel passe de la soumission à l'équilibre, puis finalement à l'autonomisation. Ici,
la contribution de Jordan Peterson devient clé. Peterson soutient que les personnes qui sont excessivement gentilles et cherchent à éviter les conflits sacrifient en réalité leur bien-être pour satisfaire les besoins des autres. Dans l'histoire, Samuel manifestait un comportement d'évitement des conflits en plaisantant constamment Valeria, même lorsque cela nuisait à sa vie personnelle et professionnelle. Lorsqu'il établit enfin des limites et se concentre sur ses propres objectifs, Samuel apprend l'importance de la fermeté et de l'affirmation de soi dans les relations humaines. Peterson affirme qu'apprendre à dire non et défendre nos droits est une étape nécessaire pour construire des relations de respect mutuel. Erich Fromm, dans son ouvrage L'art d'aimer, souligne que l'amour véritable ne devrait pas être une soumission aveugle, mais un acte de respect et d'autonomie mutuelle. Samuel avait confondu l'amour avec la dévotion aveugle envers Valeria et avait mis de côté ses propres désirs et besoins dans sa tentative de lui plaire. Selon Fromm, le véritable amour implique de reconnaître l'individualité de l'autre sans perdre la sienne. Dans son processus de découverte de soi, Samuel commence à réaliser qu'il peut aimer Valeria sans avoir besoin qu'elle valide son existence. En ce sens, son changement vers une vie basée sur l'essentiel, qui incluait son propre développement personnel et professionnel, reflète le concept d'amour de soi que Fromm considère comme fondamental dans toute relation saine. Le conseil de Rolando est également pertinent dans cette analyse. Goicoechea insiste sur l'importance de définir et de prioriser l'essentiel dans nos vies. Lorsque Samuel découvre que sa carrière et ses projets sont une partie importante de son identité, il commence à restructurer sa vie en fonction de ses objectifs et de son bien-être personnel. Plutôt que de centrer sa vie sur Valeria, il concentre son énergie sur son développement professionnel et, en conséquence, acquiert une confiance en soi que Valeria commence à remarquer et à respecter. Cet accent sur l'essentiel, selon Goicoechea, est ce qui permet aux gens de construire une vie équilibrée dans laquelle ils peuvent se relier aux autres depuis une position de plénitude et non de besoin. Il est important de souligner le concept de limite, abordé par Gabriel Arana dans sa vidéo. Arana mentionne que poser des limites est fondamental pour construire des relations basées sur le respect. Samuel, en commençant à structurer sa vie en fonction de ses propres objectifs, établit des limites claires pour Valeria. Maintenant, il décide quand et comment ils peuvent se voir en se basant sur ses propres engagements et non sur son désir de lui plaire. Cette capacité à établir des limites est cruciale pour éviter l'exploitation émotionnelle. Comme le mentionne Arana, le respect mutuel dans une relation ne peut exister que lorsque les deux parties comprennent et respectent les limites de l'autre. La transformation de Samuel est également une illustration du modèle d'affirmation de soi proposé par Albert Bandura dans sa théorie de l'auto-efficacité. Samuel est passé de l'insécurité et de la dépendance à la prise de contrôle de sa vie et à l'établissement de limites, un changement qui lui a donné le pouvoir de décider par lui-même plutôt que d'être influencé par les désirs des autres. Bandura soutient que l'auto-efficacité ou la confiance en sa propre capacité à atteindre des objectifs est fondamentale pour le développement de l'autonomie. En redéfinissant ce qui est essentiel dans sa vie et en agissant en conséquence, Samuel développe une auto-efficacité qui se reflète dans ses décisions et dans la manière dont Valeria commence à le percevoir. L'analyse de ce changement de perspective chez Samuel peut également être liée à l'approche de Caron sur l'individuation. JN croyait que le processus d'individuation, ou le développement de la personnalité vers l'authenticité, est crucial pour mener une vie pleine. Cela implique de réconcilier les différentes parties de soi et d'assumer la responsabilité de nos décisions. Samuel, en passant par son processus de découverte de soi, accepte ses erreurs passées et assume la responsabilité de sa dépendance émotionnelle. Cette reconnaissance lui permet de laisser derrière lui son besoin de validation externe et de commencer à construire une vie basée sur sa propre valeur et son propre but. D'autre part, le modèle de dépendance de John Bowlby peut aider à comprendre comment les relations passées de Samuel, notamment l'absence de limites et la quête d'approbation, ont influencé sa dépendance à Valeria. Selon les modèles d'attachement dans l'enfance, ceux-ci déterminent comment nous nous relationnons à l'âge adulte. Samuel, en rompre avec sa dépendance, rompt également avec un modèle d'attachement insécurisé qui avait conditionné sa relation avec Valeria.
Ce changement lui a permis d'adopter une posture d'indépendance émotionnelle qui a renforcé son estime de soi et lui a donné le courage d'établir des limites. En conclusion, l'histoire de Samuel reflète une transformation qui implique à la fois la connaissance de soi, l'établissement de limites et le développement de l'auto-efficacité. D'un point de vue thérapeutique, son évolution est un processus de guérison où il passe d'une dépendance émotionnelle destructrice à une relation saine avec lui-même et avec les autres. L'influence de sa mère, le changement de perspective qu'il obtient en reconnectant avec ses objectifs personnels et l'acceptation de ses propres désirs lui permettent de développer une sécurité que Valeria respecte finalement. Nous arrivons à la fin de ce sujet, et maintenant nous voulons savoir ce que vous en pensez. Qu'avez-vous appris au cours de cette vidéo? Y a-t-il un aspect qui vous a profondément touché? Une partie que vous sentez que vous devez appliquer dans votre vie? Pensez à ces moments où vous vous êtes peut-être retrouvé à supplier pour de l'amour ou à accepter moins que ce que vous méritez, juste par peur de perdre quelqu'un ou parce que vous pensiez devoir prouver votre valeur. Vous êtes-vous identifié à l'histoire de Samuel? Nous aimerions que vous partagiez dans les commentaires ces moments ou expériences, ces réflexions qui vous ont ouvert les yeux et vous ont fait voir combien vous méritez d'être respecté et valorisé. Maintenant, nous vous demandons, que comptez-vous faire avec ce que vous avez appris? Quels changements pensez-vous devoir appliquer dans votre vie pour éviter de retomber dans des modèles de dépendance émotionnelle ou de souffrance affective? Chaque changement commence par une décision consciente. Alors nous vous invitons à réfléchir aux limites que vous pouvez établir et aux actions que vous pouvez entreprendre pour prioriser ce qui est vraiment essentiel pour vous. Quelles relations devez-vous réévaluer? Quel projet personnel ou rêve avez-vous mis de côté pour vous concentrer uniquement sur d'autres personnes? Dites-le nous, car en nous ouvrant, nous grandissons non seulement individuellement, mais nous aidons également les autres à réfléchir sur leurs propres expériences. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu de développement personnel.